Bonjour à toute l'équipe des Lyonnes. Bonjour Sylvie Guillaume. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. On est au sein de votre permanence. Vous êtes députée européenne. C'est ça. Voilà, et donc vous êtes basée à Lyon quand vous êtes en circonscription. Et vous nous accueillez aujourd'hui pour un nouveau Café des Lyonnes. Donc on va parler de vous, on va parler de votre engagement. Vous avez une très belle carrière dans le monde politique. Vous avez eu plein de mandats différents. Vous avez expérimenté des différents niveaux d'engagement au sein de Collectivité, donc vous allez nous raconter tout ça. Alors, je n'ose pas vraiment vous demander si vous vous sentez être une femme engagée. Je connais un petit peu la réponse, mais j'aimerais bien comprendre, voilà, c'est quoi pour vous être une femme engagée? Et effectivement, en quoi vous avez l'impression d'être une femme engagée? Alors, c'est vrai que vous avez raison de dire que j'ai un engagement qui est ancien maintenant. Je pense qu'on peut dire une carrière, mais en tout cas, oui, une motivation que je porte depuis longtemps. Pour moi, être engagé, c'est porter des convictions et puis savoir les confronter aussi. C'est-à-dire pas considérer que son état d'esprit ou ses réponses sont des réponses absolues. Pour moi, le dialogue et la conviction, la confrontation, l'échange, c'est très, très important. Et être engagé, c'est ça, c'est mettre ses idées au service de sa conviction. Mais pour nous qui sommes dans la politique, c'est aussi répondre, être à l'écoute et à répondre aussi aux gens, à ceux qui nous élisent, à nos concitoyens. C'est vraiment cet échange-là. C'est ça l'engagement. Et alors, j'allais vous demander, du coup, de quelle manière vous avez l'impression que votre engagement, il sert, il accompagne les femmes? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que votre façon d'être engagée, elle sert le débat public? Moi, je trouve que même s'il faut être tout à fait modeste sur chacune de nos prestations, en tout cas, moi, j'essaie de l'être sur ce que je suis. Je suis engagée, convaincue, mais je pense qu'on a un rôle de modèle un peu, tout à fait. de motivation. Ouais. Et plus il y aura de femmes qui se reconnaîtront dans ce rôle-là, dans ce modèle-là, dans cette façon d'exprimer les choses, mieux ça vaudra et plus ça aura un effet d'entraînement. Je crois qu'il faut qu'on soit une sorte de véhicule d'entraînement, en fait. Et vous avez toujours été engagée, vous avez toujours tout de suite su que vous aviez des convictions à défendre, ou c'est quelque chose qui est venu au cours de votre... Alors, des convictions, oui, j'en ai depuis très très longtemps, mais les transformer dans l'action politique, ça a été autre chose. Et l'action politique d'abord, et puis l'action élective ensuite. Mais j'ai longtemps été dans le domaine associatif, quand j'étais plus jeune, très jeune. Et donc, oui, j'ai toujours su que j'avais cette volonté de défendre la veuve et l'orphelin, d'être active, de changer la vie. Voilà, même si c'est un slogan maintenant ancien, j'ai toujours eu cette ambition-là. Ça a été, je vous dis, sur le terrain associatif, de l'antiracisme initialement, donc ça c'est vraiment très très fort, que j'ai transformé ensuite en autre chose dans la politique. Et alors, si on remonte un petit peu le fil, petite, vous aviez envie de faire quoi plus grande? C'était quoi votre rêve, votre projet? Je crois que je suis passée par plein de métiers que j'aurais voulu exercer, comme à peu près tout le monde. Je pense que médecin, ça aurait été bien. Je crois que j'avais vraiment très envie de ça. La fibre. Oui, parce que pareil, c'est un combo de plein de choses autour de l'humanité, de l'échange, de la perspective, voilà, et puis du curatif. Donc ça, je pense que c'est important pour vous. Même si je ne formulais pas de la même manière. Oui, bien sûr, oui, complètement. Et alors, qu'est-ce qui a façonné votre parcours? Qu'est-ce qui a construit votre parcours? Vers quoi vous vous êtes destiné? Vous avez fait quelles études? Alors, initialement, j'ai tenté d'être médecin. D'accord. C'était vraiment très, très compliqué. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, je pense que je n'avais pas le niveau pour aller très, très loin. Donc, j'ai abandonné. Je suis rentrée dans une filière paramédicale. Donc, j'ai vraiment des études de base. Je vous passe les péripéties. Et donc, je me suis orientée. Vous n'êtes pas rentrée dans la politique? Non, initialement, pas du tout. Vraiment, c'est vrai que c'était loin de moi, mais je crois que je ne l'avais pas métabolisé. Je ne suis pas partie sur ça. J'étais très, je le redis encore une fois, pardon, mais très engagée dans le secteur associatif. Donc, pour moi, c'était me construire sur un métier. Je suis allée très, très vite sur une fonction professionnelle, et en même temps, continuer d'être dans le secteur associatif. Et donc, je suis entrée dans l'action sanitaire et sociale à Lyon, et donc, j'ai commencé comme fonctionnaire, en fait. D'accord, ok. Et oui, ça a été une bonne expérience? Oui, c'était bien, mais je me suis un peu ennuyée. D'accord. Assez vite, on va dire, je ne suis pas assez active pour moi. Et donc, je me suis tournée vers le privé associatif, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc là, vraiment, je me suis épanouie dans ce que je faisais.
Oui, donc c'était tout de suite l'engagement associatif, c'était quand même un marqueur très fort chez vous. Absolument. Absolument. Et à ce moment-là, c'est quoi le déclic? Comment vous passez de votre carrière professionnelle à un mandat électif? Oh, c'est les rencontres. C'est les rencontres qu'on y fait, c'est les milieux que je fréquente, qui à un moment donné, quand vous tournez autour d'un engagement comme ça, quand vous vous dites bon, je commente, je m'insurge, je m'énerve, je propose, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je passe de l'autre côté de la barrière et que je prenne mon risque, quoi. Et voilà. Et donc, c'est ces rencontres-là, votre réflexion qui fait qu'à un moment donné, voilà, on bascule et on se dit, voilà, j'y vais, quoi. Je me lance. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plutôt des femmes, des hommes qui ont marqué, qui vous ont accompagné, ou c'est vraiment un mélange? Ah oui, non, c'est vraiment un mélange. Oui, tout à fait. Vraiment, j'ai rencontré des hommes et des femmes formidables qui m'ont vraiment incité et qui m'ont poussé. Oui, d'accord. Et alors, donc, premier engagement électoral, c'est quoi? Alors, j'ai d'abord commencé par l'engagement de parti. D'accord. Et je fais la distinction, même si les deux sont vraiment tout à fait liés, mais moi, j'ai un assez long parcours de parti. Okay. Et donc, je suis devenue responsable fédérale du Parti socialiste en 1993. D'accord. Voilà, c'est là où je prends la responsabilité du parti dans le département. J'avais 30 ans, donc bon, je n'étais pas une jeunette, mais disons que dans le monde politique de l'époque, ça dénotait un peu, quoi, parce que j'étais une jeune femme, j'avais pas eu une carrière très ancienne avant, donc oui, ça a un peu dénoté. Et vous avez eu le sentiment que c'était facile de faire votre place, non? Alors, ça a été facile parce que je crois que je suis arrivée au bon moment. J'étais the right woman at the right place, the right moment. Parce que on était dans une époque où les partis politiques étaient assez vilipendés, la gauche encore plus. Et on traînait une image de vieux mâle dominant, blanc. Bon, c'était pas top, quoi. Et donc, le fait d'arriver à ce moment-là, moi, avec un vent de fraîcheur, c'est vrai que objectivement, j'ai bénéficié d'un très, très bon concours de circonstances. Après, il a fallu transformer parce qu'on ne réussit pas plusieurs fois dans un concours de circonstances. Ça marche une fois, mais pas deux. Donc, il faut faire ses preuves. Mais je crois que j'ai bénéficié de ce moment où il y avait besoin d'un changement dans la vie politique, d'incarnation, d'image, et voilà, j'étais là à ce moment-là. Vous avez le sentiment que les femmes, elles apportent quelque chose de différent en politique par rapport aux hommes? Je me suis longtemps interrogée sur cette question quand j'ai su qu'on se voyait, parce que je crois que j'oscille dans ma réponse. Je pense que oui et non. Oui, parce que je trouve qu'il y a quand même un regard, une pratique. Je vous donnerai un petit théorème que j'ai dans un sur ce sujet, que j'essaie à chaque fois de dire. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose de différent. Mais non, parce que on est tous individualisés, on a nos pratiques, on a nos convictions, nos façons de faire, notre façon de les exprimer. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait tant de différences que ça. Alors, mon théorème, je vous le dis, j'essaie de le placer souvent, mais je ne sais pas s'il va fonctionner un jour, peut-être. Je me dis, en fait, il y a trois phases quand on essaie de regarder l'engagement des femmes et des hommes dans la vie politique. Il y a comment on acquiert le pouvoir, c'est-à-dire comment on le conquiert. Longtemps, on s'est dit, il y a une façon masculine, une façon féminine. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que maintenant, il y a une forme d'homogénéité, c'est-à-dire que tout le monde conquiert une responsabilité à peu près de la même manière. Il y a une façon de l'exercer, il y a une phase où on l'exerce. Et là, pareil, il y avait une différence entre, on se disait souvent, oui, les femmes, il y a une sorte de côté un peu maternel, d'exercer le pouvoir, un peu plus humain, machin, tout ça. Ça a sans doute été vrai longtemps. Moi, je pense que pareil, ça a tendance à s'homogénéiser. La différence, à mon avis, c'est quand on n'exerce plus de responsabilité. La façon de gérer la fin des responsabilités est différente. Là, je pense qu'il y a encore une vraie différence entre les hommes et les femmes. Souvent, dans la vie politique, les hommes, quand ils sont battre à une élection ou quand ils renoncent à être candidats, souvent, il y a une espèce de breakdown, là, comme ça, ils tombent et il y a vraiment une difficulté à surmonter ce moment-là parce qu'ils n'ont pas eu de vie en même temps. Et quand les femmes arrêtent ou quand elles se font battre, j'ai encore le sentiment qu'il y a cette petite différence. Donc, comme on a eu plein de vies, de femmes, de mères, d'épouses, d'amants, de tout ce que vous voulez, on a une personnalité plus multiple et que gérer la fin des responsabilités, c'est plus facile. Je ne sais pas si c'est vrai. Je vous le livre comme ça. Je ne suis pas du tout sûre de moi, mais c'est un peu le sentiment. En tout cas, c'est le retour d'expérience que vous avez. Je sais, oui. Et alors, du coup, alors concrètement, ça s'est traduit comment? Vous vous lancez, donc vous prenez des responsabilités dans un parti politique.
Et après, à un moment donné, vous basculez, vous le concrétisez sur le mandat électif. Oui, exactement. Donc, je grimpe assez vite, en fait, dans la tour du Parti socialiste, jusqu'à me retrouver dans des fonctions de responsabilité nationale, donc très, très vite et de façon assez aspirante. Et puis, en 98, alors j'ai une petite expérience de candidature à des cantonales, mais c'était l'apocalypse, très, très compliqué au dernier moment. Et la vraie première élection, c'est 1998, c'est les élections régionales. Ouais. Et ça a été très, très formateur parce que, sans entrer dans des détails de politicienne, c'est le moment où il y a à la région Rhône-Alpes une alliance entre la droite et l'extrême droite qui est menée par Charles Mignot. Et c'est très transgressif. C'est à l'opposé de ce que je pense et c'est vraiment super formateur parce que on se lance dans une bataille de conviction là-dessus. Et vraiment c'était très important, c'était avec d'autres forces politiques de gauche et de l'écologie, donc il y a déjà cette espèce de marmite de la gauche dans sa diversité qui s'exprime sur un vrai combat de conviction, et donc pour moi c'était très très formateur. C'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, on oublie, c'est en tout cas des freins qui revient souvent quand on échange avec les femmes sur l'engagement politique, c'est celui finalement d'avoir un petit peu peur de défendre ses convictions et de ne pas être d'accord. Et finalement, c'est très compliqué, c'est souvent un frein de se dire, d'affirmer ses convictions, d'aller un peu au combat dans l'arène politique. Est-ce que c'est des choses qui sont éprouvantes? Est-ce que tout le monde n'est pas fait pour ça? Est-ce que ça se travaille? Comment on l'aborde? Oui, bien sûr. Vous avez raison dans toute la manière dont vous avez exprimé les choses à la fin. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même façon de faire. C'est effectivement, ça peut être éprouvant. Le milieu politique est un monde difficile. Alors, quand on regarde avec un peu de recul, je pense que dans le milieu professionnel, privé, libéral, ou dans le milieu ouvrier avec des conditions difficiles, ou dans tous les secteurs professionnels, il y a aussi une difficulté et une dureté de la profession. Donc, on n'est pas mieux ou plus mal lotis que les autres, mais il y a quand même une dureté intellectuelle, maintenant doublée des réseaux sociaux qui sont quand même extrêmement meurtriers sur la vie politique et qui évitent toute nuance dans leur expression. Donc oui, on n'est pas fait pareil, mais et oui, c'est un milieu éprouvant. Et donc, il faut avoir effectivement de la résistance. Effectivement. La première fois où vous êtes derrière un micro et vous prenez la parole pour défendre une position d'un groupe, j'imagine, vous vous en rappelez? Ça vous fait quoi comme oui. Alors, j'ai un souvenir très précis de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est dans une campagne électorale. Lionel Jospin était candidat, c'est un mentor, donc peut-être je prononcerai son nom plusieurs fois, et il fait un meeting à Lyon, et je me retrouve à la halte Garnier, quand on avait encore la possibilité de faire des grands meetings, devant environ entre 8 et 10 000 personnes, et je prends la parole, et c'est un sentiment absolument incroyable, parce que je me souviens, j'étais en face de tous ces gens, donc absolument pas individualisés, trop loin et trop nombreux, et en même temps j'avais l'impression que j'étais en connexion avec eux individuellement. Et là, il y a quelque chose qui vous transporte, quoi. C'est soit vous effondrez complètement, et vous ne pouvez pas, parce que vous êtes en responsabilité, vous ne pouvez pas vous effondrer. Et donc il faut aller chercher quelque chose dans votre estomac, vous allez puiser vous pour être le mieux possible, parce qu'on attend de vous d'être le mieux possible. Et oui, ça a été un moment assez extraordinaire. Vous n'avez jamais eu la question, en tout cas, beaucoup de femmes nous ont fait ce retour, la question de la légitimité, c'est-à-dire de vous dire, est-ce que moi je suis légitime pour y aller ou non, finalement, les autres sont peut-être meilleurs que moi. Tout le temps. Encore maintenant. C'est vrai. Encore maintenant. J'ai un long parcours derrière moi maintenant, mais je continue d'avoir ce complexe d'imposture régulièrement que je combats, parce que je ne veux pas je vais pas exprimer de doutes. Enfin, quand j'exprime des doutes, je veux maîtriser l'expression de ces doutes. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui essaye d'exercer la nuance. Mais oui, je suis toujours ça, bien sûr. Ah oui, donc ça vous suit, c'est pas ça vous parle. Oui, absolument. Et comment le combat, ce sentiment d'imposture, vous faites comment? Est-ce que les femmes, elles travaillent plus? Ah oui, moi, je suis une laborieuse. Je suis une grosse bosseuse. Effectivement, je compense. Je suis un peu un contrôle-fric. Je suis tout le temps contrôlée de savoir dans les moindres détails. C'est ce qui me vaut des déboires de temps en temps, parce que j'absorbe énormément de choses. Puis après, il faut faire du tri aussi. Oui, c'est ça. Il faut arriver à se nourrir, mais en même temps pas s'envahir de choses
inutiles ou qui sont qui sont pas adaptées. Donc oui, je compense par une très grosse activité de compilation d'informations pour être la meilleure possible, quoi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser de partir sur un mandat quand vous l'aurez proposé? Oui, c'est vrai. Absolument. Vous avez dit non. J'ai dit non. Et j'ai dit non une première fois au mandat européen. Ah oui, d'accord. Ah oui. Okay. En 99, pardon. 1999, on parle que j'ai l'impression que le siècle dernier. J'ai renoncé, j'ai dit non. Et on m'a dit, mais tu es folle, c'est complètement idiot, le plan ne repassera jamais plus, on te reproposera. Bon, 10 ans après, j'ai été, donc il n'y a pas eu de souci. Oui, c'est intéressant, c'est des choix qu'on fait. Assumer d'avoir fait ce choix-là en se disant, quand dans 10 ans, 20 ans, tu te regarderas dans la glace, est-ce que tu pourras être fier du choix que tu as fait? Là où j'étais plutôt contente, effectivement. D'accord. Mais c'est alors à Paris. Hein, vous avez été conseillère régionale, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été vice-présidente de la région? Non, je n'étais pas vice-présidente de la région, j'étais présidente de commission. De commission, voilà. Sur la santé et je ne sais plus. Il y a handicap aussi. Handicap, c'est ça. Est-ce que, là encore, je me suis dit en regardant votre parcours, est-ce que les femmes, on les met facilement sur des sujets comme ça? Ou est-ce que c'était votre volonté, ça doit être vos thématiques? C'est souvent quelque chose qui revient. Oui, tout à fait. Puis en écoutant certaines de vos interviews précédentes, je me suis rendu compte qu'on disait même que c'était quand même chiant d'avoir des femmes qui choisissent à qui on propose ce genre de choses, qu'elles étaient moins respectées. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, j'ai vraiment choisi, j'étais vraiment absolument ravie de pouvoir exercer à la région, mais surtout à la ville de Lyon. Parce qu'en fait, mon parcours de stabilisation, on va dire, d'élu, et il est surtout à la ville de Lyon quand je suis devenue adjointe. Et là, j'ai été adjointe de Gérard Collomb. Voilà, ça pendant 2 mandats. Voilà. Et donc, j'ai été adjointe aux affaires sociales et au handicap et à la santé. Ouais. Et vraiment, j'avais choisi ce secteur parce que je trouvais qu'il me correspondait le mieux. Et c'est là où je pouvais donner le maximum de moi-même avec, comme on disait tout à l'heure, le maximum de travail et de connaissances. Oui, et ça correspondait aussi à votre parcours professionnel. C'est vrai que c'était un aboutissement. Absolument. OK. Donc oui, adjointe pendant 2 mandats. Vous avez le sentiment d'avoir apporté quoi sur la ville de Lyon, par exemple, à travers ces mandats? Je trouve qu'on a... Alors, c'est le soft power, là. Hein. C'est pas le dur, c'est pas ce qui reste forcément dans les mémoires et dans l'architecture. Mais je trouve qu'on a beaucoup progressé à ce moment-là sur la question du handicap et de l'accessibilité de la ville. Dans les transports, dans les déambulations, dans l'accès au commerce. On a vraiment fait des choses d'ailleurs qui ont été poursuivies. Après, j'étais contente parce qu'il y a eu cette transmission aussi avec d'autres femmes. Aussi. Donc, vraiment, c'était très, très chouette de ce point de vue-là. Et sur la partie affaires sociales et solidarité, c'était ce regard sur la vulnérabilité, la pauvreté, les gens qui étaient à la rue, les personnes en situation d'être SDF, où on a vraiment beaucoup, beaucoup avancé en la matière, quelquefois avec un peu de confrontation, y compris avec le maire à l'époque, mais où on a vraiment beaucoup travaillé à rendre cette ville plus humaine, je trouve. Et ça, j'en suis vraiment très, très fière. Oui, et Lyon a une vraie tradition. C'est une ville qui a une tradition humaniste très forte, très ancrée. Qui se retrouve aussi peut-être moins aujourd'hui. Enfin, on voit qu'il y a quand même à nouveau beaucoup de problèmes de SDF et de sans-abrisme à Lyon. Là, vous êtes investi sur ce sujet tout au long de votre parcours politique. Tout à fait, parce que j'avais en plus la responsabilité du centre d'action sociale, du centre communal d'action sociale, et donc c'est une très très grosse machinerie avec plusieurs centaines d'agents qui travaillent à la fois sur les publics vulnérables et ceux qui sont très très vulnérables, certains publics étrangers aussi. Donc vraiment, c'était... je me suis trouvée au carrefour de mes convictions. Et vraiment, j'ai essayé d'y donner le meilleur de moi-même. Alors, vous avez effectivement enchaîné des mandats différents, dans des collectivités locales différentes. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut s'acculturer aux administrations, aux sujets, aux compétences. Absolument. Comment vous l'appréhendez? Comment vous faites? Vous êtes entouré? Vous travaillez vos sujets? Comment vous appréhendez cette expérience? Bien sûr. À chaque fois, c'était un travail d'équipe. D'accord. Donc, on constitue autour de soi une équipe qui est pour partie administrative dans les 2 précédents mandats. Dans celui-ci, un peu moins, parce que c'est un mandat vraiment de législateur. Donc, on est plutôt d'une équipe de collaborateurs qui travaillent avec vous. Et on n'a pas d'équipe d'administration qui soit sous notre responsabilité. On a évidemment des contacts avec une forme d'administration européenne, mais on n'a pas
cette responsabilité hiérarchique. Et donc, c'est plutôt un travail d'équipe avec le collaborateur qu'on choisit. Et c'est pas un peu vertigineux de se retrouver adjointe sur un gros portefeuille comme ça dans une ville? Donc vous avez le maire, j'imagine, qui donne la feuille de route un petit peu de son mandat, des grands projets. Et puis finalement, après, les adjoints sont quand même autonomes sur leur, généralement sur leur parti. Comment vous apprenez ça? Ça fait quel effet de se retrouver? Ah oui, c'est vrai que c'est assez vertigineux parce qu'on passe avec pour le coup, on est passé avec une vraie responsabilité et on avait, on vous donne, je me souviens qu'on m'avait donné le sentiment qu'il fallait que je sache tout de suite. Ouais. Et j'ai me souviens d'un moment précis où la première fois que je rencontre, alors pour le coup, mon administration à l'hôtel de ville de Lyon, et on me présente un peu le secteur, le sac, qui fait quoi et tout. Et les personnes après me disent, bon, maintenant, on attend vos instructions. Et là, c'était effectivement vertigineux parce que je me dis, mais j'ai pas tout conçu. Enfin, voilà, on va concevoir ensemble, on va discuter. À partir du programme qu'on a fixé, nos orientations maintenant, on va rendre ça opérationnel. Mais j'ai pas 100% de l'opérationnel maintenant. Ouais. Et j'étais très surprise de cette façon d'attendre. Donc après, on s'est apprivoisé et on a construit ensemble. C'était, de ce point de vue, très intéressant. C'est ce que ça a donné vis-à-vis des publics vulnérables ensuite. Alors là, vous étiez sur un mandat du coup très local, en proximité immédiate. Là, c'est vrai que sur le mandat municipal, on voit aussi très vite la concrétisation des actions politiques qu'on met en place. Tout à fait. Là, après, vous êtes passé donc du coup sur un mandat tout à fait différent, puisque vous êtes députée européenne. Comment vous avez fait le passage? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller sur ce mandat? Mais la motivation, c'est d'abord d'être une européenne convaincue depuis très très longtemps et de croire au fédéralisme. Alors, c'est un gros mot. Moi, je veux qu'il y ait plus de pouvoir au plan européen et j'assume cette position. Et vis-à-vis de mon mandat à la ville de Lyon, je vous ai décrit quelque chose qui n'était pas idéal et évidemment, je me suis aussi confrontée à des obstacles au plan de la ville dans la concrétisation de certains nombre de projets. Et donc, ce qui m'a motivée aussi à être députée européenne, en plus de cette motivation réellement sur le mandat et sur cette idée de construction européenne, c'est de trouver des réponses qui soient plus adaptées et plus amples que celles que je trouvais dans un mandat local. J'avais l'impression d'avoir des murs en verre où je n'arrivais pas à trouver de solution. Et je me suis dit qu'il fallait que j'essaie d'être une législatrice pour trouver ces solutions au plan européen. Et c'est là où j'ai fait ce choix. Et alors, souvent, les gens, en tous les cas, ont l'impression que l'Europe est extrêmement loin de nos vies quotidiennes. Comment on passe comme ça du niveau local au niveau européen? Est-ce qu'on n'est pas noyé dans la masse, encore une fois, et d'informations et de capacité à agir? Tout est plus grand, les salles, les hémicycles, tout est plus grand. Et voilà, ça c'est pour l'anecdote. Et puis effectivement, il faut apprendre et enregistrer un volume extrêmement, et traiter un volume extrêmement important d'informations qui alors pour le coup ne sont pas destinées à un public de circonscription de pays membres, mais à l'époque on était 500 millions d'Européens. Donc il faut se projeter dans un mandat où on fait la loi pour 500 millions de personnes. Et ça, effectivement, ça peut être assez vertigineux. C'est carrément gigantesque. Oui. Alors, comment on travaille? Est-ce qu'on se fixe un objectif? Est-ce qu'on se dit, tiens, moi, il faut que j'avance sur tel sujet et mon objectif personnel, c'est d'arriver, c'est pas à ça. Enfin, vous voyez comment on l'appréhende? Oui, alors je vous confirme qu'on ne peut pas être omniscient au plan européen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir sur tous les sujets. D'ailleurs, à chaque fois que je suis interrogée dans une réunion publique, qu'on me pose une question sur un sujet que je ne maîtrise pas à 100%, je préfère le dire parce qu'on ne peut pas être omniscient. Je ne peux pas savoir depuis tous les détails du commerce international jusqu'à l'agriculture, jusqu'à un autre sujet. C'est impossible. Ça n'existe pas. Je mets à l'aise tout le monde. Et donc, effectivement, moi, je me suis dit deux choses. Je vais exploiter ce que je sais faire déjà dans cette dimension sur les publics vulnérables, les questions de migration, les questions d'asile sur lesquelles je suis très, très friande et que j'essaie vraiment de développer. Donc, me choisir un sujet et que j'ai vraiment depuis 3 mandats maintenant exercé, et puis me lancer tout de suite dans le bain. Et me lancer tout de suite dans le bain, c'est prendre tout de suite ce qu'on appelle un rapport, c'est une législation, et la travailler pour la mener au bout. Et ça, effectivement, c'était assez original, parce que quand vous êtes un néo-député européen, tout le monde vous dit que vous ne pouvez pas prendre tout de suite la responsabilité de la législation parce que vous n'allez pas savoir faire.
Et là, je me suis dit, si j'y vais quand même, parce que comme c'est très très long pour arriver à aboutir sur un dossier européen, ça prend plusieurs années parfois, je me suis dit, pour arriver à mener à bout cette législation, il faut quand même que j'y prenne très tôt. Et c'est la meilleure manière d'apprendre. Et voilà, donc j'ai pris un rapport assez compliqué dès mon arrivée en 2009, que j'ai mené à bout en 4 ans. Donc il fallait vraiment que je le prenne au début. Ah oui, d'accord. Et est-ce que c'est pas usant, cette espèce de sensation que ça mette autant de temps à bouger Oui, mais c'est difficile de faire autrement, sauf sur des sujets plus légers, où on prend, plus légers, moins compliqués, on va dire, où on prend moins de temps pour mettre au point. Mais vous savez, il y a 500 millions d'Européens, il y en a un peu moins maintenant parce qu'on a perdu les Britanniques, et il y a 705 maintenant députés européens. Donc, si vous voulez arriver à faire une majorité, aucun groupe n'est majoritaire. Ça, si vous êtes dans votre groupe, vous n'arrivez à rien en termes de résultats. Il faut absolument trouver des compromis. Là aussi, ça peut avoir un gros mot que en français, mais ça n'est pas du tout. C'est comment on fait des pas vers la négociation. Voilà, la négociation. Donc, pour arriver à mettre au point, il faut vous mettre d'accord avec d'autres. Donc, il faut avoir ce registre-là où vous n'avez pas trop d'œillères. Vous avez vos convictions, et ça, c'est absolument intangible. Vous ne pouvez pas transiger là-dessus. Mais pour arriver à vous mettre d'accord avec d'autres sur des convictions partagées, il faut que vous arriviez à dialoguer. Et donc, ça se met au point avec le temps, avec la connaissance, avec la complicité, quelquefois, que vous avez avec d'autres, les échanges. Et c'est des mécanismes à la fois très instinctifs, parce que si vous rencontrez des gens, vous approchez, vous n'approchez pas. Et puis, c'est aussi la mécanique de précision. Donc, voilà, et ça, c'est... Oui, ça peut être long, ça peut apparaître de temps en temps un peu fastidieux. Moi, j'ai toujours trouvé ça absolument enthousiasmant. Je crois que c'est le meilleur mandat du monde. Ah, c'est vrai. Ah oui, franchement. Alors, ce que j'allais vous demander, c'est vrai que si on revient sur la place des femmes, du coup, en politique plus précisément, si vous regardez votre parcours avec tous les mandats que vous avez exercés, vous avez été d'ailleurs vice-présidente du Parlement européen sur le dernier mandat. C'est aussi une récompense de cet engagement quand même. Oui, je crois. Oui. Est-ce que la place des femmes, elle est plus facile finalement sur le mandat européen qu'elle ne l'est sur d'autres mandats? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous avez en vous attendant, je faisais le compte. Il y a 3 femmes présidentes de groupe sur 7 au Parlement européen. D'accord. On a une présidente du Parlement européen. Bon, elle a un petit défaut, elle est entièrement, mais bon, elle est présidente du Parlement européen. Elle a plein d'autres qualités aussi. On a une présidente de la Commission européenne. Oui. On a une présidente de la Banque centrale européenne. On est 40% de femmes élues, un tout petit chouïa de moins. D'accord. Et vraiment, on a une capacité d'exercice de nos fonctions qui est vraiment extrêmement confortable et très bien soutenue. Donc vraiment, être une femme au Parlement européen, c'est pouvoir exercer réellement des responsabilités. Et une centaine de postes à responsabilité, je veux bien parier que 50% d'entre eux, ces postes, sont exercés par des femmes au plan. On a beaucoup été inspirés, notamment par les pays nordiques, qui eux, ont une pratique de la parité, une pratique d'égalité qui est beaucoup plus ancienne que certains pays du sud de l'Union, notamment, ou de l'Est. Donc, on a beaucoup bénéficié de ça. Et je crois que maintenant, c'est devenu naturel chez nous, vraiment naturel. Je dis chez nous, c'est au Parlement européen. Ils sont chez nous aussi. Mais finalement, au regard de ce que vous avez vécu comme expérience, les questions de parité, par exemple, est-ce que c'est quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut imposer des quotas, en tout cas, est-ce que la législation doit aider à encourager les femmes de cette manière? Est-ce que c'est en encourageant en mettant des quotas en place qu'on arrive à finalement imposer la parité? C'est quoi votre regard sur ces questions? Oui, je sais bien qu'il y a des doutes sur cette méthode-là, en disant qu'il faudrait bien s'en passer. Moi, j'ai longtemps pensé ça, effectivement. Je me suis dit qu'on pouvait parier sur ça. Sauf que quand je mesure le temps que ça met pour qu'il y ait cette acceptation de la diversité dans la vie politique, notamment, si on parle que de cet aspect-là, et ce serait vraiment trop. Et qu'on a vraiment besoin de l'apport de toute cette diversité dans la vie politique. Donc, il faut en passer par là. C'est une méthode qui, j'espère, est amenée à disparaître dans le futur, mais qui, pour l'instant, a été très, très utile et qui a permis, je crois, l'éclosion vraiment de nouvelles pratiques, d'un regard différent. Je pense que ça aide aussi beaucoup les jeunes femmes à prendre des responsabilités. Et ça, moi, j'y suis très, très attachée. Je fais mon dernier mandat. Je choisis d'arrêter à un âge respectable parce que je veux pouvoir laisser
sa chance à d'autres pour me succéder, des plus jeunes, des jeunes femmes. Donc je fais ce choix volontaire pour permettre cette transmission-là. Et je pense que quand on bénéficie de cet encadrement-là, de loi sur la parité, ça permet justement d'avancer aussi dans ce sens. Alors justement, comment on peut encourager les femmes à davantage s'engager dans le débat public selon vous? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, mettre en place pour qu'on arrive à ce qu'elles s'impliquent plus? Alors moi, je trouve il y a peut-être deux choses qui sont un peu dans le même registre. J'essaie de me dire qu'il faut prendre les choses très très tôt. C'est-à-dire qu'il y a une culture de la prise de responsabilité que ça. Et quand je dis ça, je pense évidemment à la question de l'éducation. Et moi, je pense qu'il faut qu'on agisse dès le plus jeune âge. On agisse au moment de l'éducation. Je trouve qu'on n'a pas, à l'école, au cours du parcours scolaire, on n'a pas cette capacité à tirer le meilleur complètement la capacité à tirer le meilleur potentiel des jeunes femmes en particulier. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on donne vraiment cette opportunité et que l'éducation nationale progresse encore dans cette capacité à repérer les talents, à les faire fleurir, à les faire émerger. Et là, les femmes, les jeunes filles d'abord, les jeunes femmes en bénéficieront. Et ça peut passer par des méthodes comme le mentorat, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je défends beaucoup. D'accord. Je défends dans le milieu associatif, dans le milieu scolaire. Et donc, je trouve que avoir aussi ces rôles modèles qui se créent, c'est très important. Et parce que là aussi, c'est un combo où vous avez l'échange, la confiance, la prise de confiance en soi, l'apprentissage. Et ça, je trouve que c'est quand même ce qui est le sel de la vie. Et alors, ça s'organiserait comment? C'est par le biais de, justement, une implication de la société civile dans l'école, par exemple. Et puis, avec des moments dans l'éducation où on sort un peu du cadre traditionnel, où on fait en sorte d'exprimer. Je dis que ça ne se fait pas. Je dis qu'il faut vraiment donner plus de place encore à ça, avec une vraie dimension de débat, de mise en situation de rôle, de jeu de rôle, par exemple, encore de plus exploité dans le milieu scolaire. Et puis ce rôle, effectivement, d'individualisation, donc vraiment sur ces deux rails-là, le collectif et l'individuel. Le collectif au travers de ces débats, de cette exploitation des capacités de chacun, et puis aussi sur l'individuel avec le mentorat. Je trouve que ce serait vraiment une belle combinaison. Et alors pour toutes les lionnes qui nous écoutent et qui se diraient peut-être pourquoi pas embrasser une carrière politique, vous leur donneriez quels conseils à ces femmes qui nous regardent et qui voudraient, qui se disent tiens pourquoi pas, je sais pas comment faire, c'est peut-être trop éloigné de moi, parce que c'est quand même Oui, mais alors déjà, je leur dirais de commencer à vérifier quel type de convictions elles ont à exprimer, parce que moi, je veux bien qu'on se lance dans la vie politique, comme dans d'autres carrières d'ailleurs, en ayant 3 petits morceaux de bout de ficelle, mais je peux avoir quelque chose à dire. Quand je parlais tout à l'heure de nuances et de convictions, j'entends qu'on puisse dire je pense ça donc j'ai raison. Enfin bon, il faut quand même argumenter un peu, quoi. Il faut avoir des convictions. Donc il faut d'abord, je pense, passer en revue l'état d'esprit dans lequel on est, ses convictions, ce qu'on a envie de faire, quel regard on a envie d'avoir vis-à-vis des gens, quelles solutions on a envie d'apporter, quelle écoute on a envie d'avoir vis-à-vis des gens, et comment cette alchimie peut se faire. Ensuite, c'est évidemment, je pense, moi je suis une femme, vous savez, on en a parlé, je suis une femme qui a été longtemps dans l'appareil d'un parti politique, et je l'assume parfaitement et sans problème. Donc je pense qu'il faut s'inscrire dans un espace collectif, justement, pour asseoir ses convictions, pour les faire valoir, pour avoir cet effet aussi commun, et puis ensuite acquérir une forme de confiance en soi et aller chercher cette confiance en soi. Je pense qu'elle existe partout. Donc, il faut la trouver, il faut l'exploiter aussi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir délivré ces conseils, votre vision à vous de cet engagement et de la place des femmes dans le débat public. Merci de nous avoir accueillis dans votre permanence à Lyon. Voilà, j'espère que ce café vous aura plu et je vous souhaite une agréable semaine et je vous invite la semaine prochaine à nous retrouver pour un prochain Café des Lionnes. Merci beaucoup. Bonne journée.